Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, ou plutôt à l'inventure, chez Florence Bouchard qui s'occupe avec sa famille du château de Roujon à Bissey-sous-Cruchot. En côte chalonnaise. La côte chalonnaise, c'est quoi? Entre la côte de Beaune au nord et les monts du Mâconnais au sud, il faut savoir que la côte chalonnaise étire ses vignes sur 25 km de long et 7 km de large. Les parcelles de vignes ont trouvé leur place de prédilection sur les coteaux orientés principalement sud-est. Depuis 2000 ans, les cèpes poussent dans des sols similaires à ceux de la côte de Beaune, toutes proches. Mais donnons plutôt la parole à Florence Bouchard, jeune femme dynamique et enthousiaste, apportant un souffle nouveau au domaine et surtout un cépage qu'elle affectionne tout particulièrement, la ligotée. Salut Florence. Salut Thomas. Nous sommes à la boutique en plein mois de mai, juste avant la saison qui démarre très bientôt. Là, je ne t'apprends rien. Florence, peux-tu un peu nous expliquer pourquoi et comment tu es arrivée au château de Roujon? Alors, le château de Roujon, c'est un domaine qui est familial, donc j'ai toujours vécu sur le domaine. Oui. Je suis revenue sur le domaine après mes études. J'ai fait la Viti à Beaune. Ensuite, je suis partie à Bordeaux, où j'ai fait une école de commerce spécialisée dans les vins et spiritueux. Tu as fait un BTS à la Viti? C'est ça. C'était un BTS. Ensuite, après l'école de commerce à Bordeaux, je suis partie en Nouvelle-Zélande. J'ai vinifié dans des domaines en Nouvelle-Zélande et après en Afrique du Sud aussi. D'accord. Donc, je suis revenue en fin 2018 sur le domaine. Donc tu as pas mal voyagé, vu différentes approches en termes de viticulture et de viniculture. Oui, complètement différent. C'est pas du tout les mêmes structures, mais c'est intéressant de voir comment ça se passe à l'étranger. Ouais. J'ai travaillé sur le Pinot Noir en Nouvelle-Zélande, dans la région du Sauvignon, mais bon, du coup, j'étais pas totalement dépaysée, même si quand même... Le facteur cépage jouait pas mal. Voilà. J'avoue que j'aurais été moins à l'aise sur le Sauvignon que sur le Pinot Noir, donc finalement, c'était pas plus mal. Donc expérience en Nouvelle-Zélande, ensuite expérience en Afrique du Sud. Où là, c'est des domaines qui sont quand même un peu plus à taille humaine quand même. D'accord. Un travail qui est complètement différent, dans un contexte complètement différent, mais tout aussi intéressant et varié. Donc plutôt intéressant. On a des bonnes expériences, mais avant de retourner quand même aux sources, sur la Bourgogne, avec des cépages que je maîtrise quand même un peu plus. Donc ça, c'était ton souhait vraiment de voir ailleurs et ensuite retourner au domaine? C'est ça, exactement. En fait, de voyager, ça permet de voir d'autres choses, d'autres facettes. Et puis bon, je savais à peu près à terme que j'allais retourner en Bourgogne, donc c'est bien de voir d'autres choses, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis ça permet de faire beaucoup de rencontres aussi, donc c'est intéressant. Oui, tout à fait, des rencontres, des relations que tu as toujours d'ailleurs. C'est ça, exactement. Et c'est marrant parce que finalement, en Nouvelle-Zélande, c'était un gros domaine. On était une grosse équipe à travailler, beaucoup de saisonniers étrangers et finalement, tous passionnés par le vin. Donc aujourd'hui, je sais que je peux aller dans beaucoup de pays en allant visiter quelqu'un avec qui je travaillais. Donc c'était assez sympa d'avoir des connaissances comme ça. C'est ça aussi qui est chouette dans le vin. C'est ça, exactement. C'est toute cette communauté qui est autour. Donc, retour au château de Roujon en 2018, fin 2018, début 2019. Début 2019. J'ai vraiment pris mes marques en 2019. Ouais. Et alors, question bête, c'est quoi le château de Roujon? Est-ce que c'est une histoire de famille? Est-ce que pas du tout? C'est quoi? C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille assez lointaine, puisque c'est rentré dans la famille en 1834, dans la famille qui s'appelait Ozanam au départ. Oui. C'était un botaniste qui était très connu à son époque. Le nom a été perdu, donc il a été un petit peu oublié. Et il s'est beaucoup intéressé à la vigne, à la crise du phylloxéra. Donc il a commencé à faire avec les chercheurs de Montpellier les premiers essais de greffe, justement. Alors le phylloxéra, juste pour nos auditeurs, c'est un petit insecte très méchant. C'est ça, qui a détruit complètement le vignoble bourguignon à son époque. Donc à cette époque. Et européen Et c'est ça. En fait, il a été importé de vignes américaines, de plants américains sur le continent européen. Les vignes européennes n'étaient pas résistantes, contrairement aux vignes américaines. Oui. Et donc, elles ont été fortement touchées. Et donc, la solution qui a été trouvée, c'est de greffer les plants européens sur les racines des vignes américaines pour pouvoir résister. C'est ce qui se passe maintenant, désormais, sur tout le vignoble français. Voilà, c'est ça exactement. C'est toujours le cas aujourd'hui
dans la plupart du vignoble presque mondial, quoi. Oui. Donc voilà, donc il a fait beaucoup de recherches là-dessus, notre ancêtre Ozanon. Et bon, il y a une génération, il a perdu le nom, puisqu'il y a une génération, ils ont eu 3 filles. Donc elles se sont mariées forcément. Et il y en a une qui s'est mariée à Antonin Bouchard, qui était directeur de la maison Bouchard Père et Fils à Beaune. D'accord. Et c'est comme ça que le domaine est du coup dans la famille toujours. Ça a été pendant longtemps géré de cette façon-là. Et mes parents ont repris le domaine il y a une trentaine d'années, 30, 35, 40 ans presque maintenant. Donc en propre, ça n'a aucun lien avec la maison Paul Bouchard. On est vraiment vigneron indépendant. D'accord. Donc dans la famille depuis, mes parents ont replanté, parce que le domaine était un petit peu à l'abandon pendant un temps. Ils ont complètement replanté le vignoble, toujours sur des vignes enherbées. Ils ont commencé avec 3 hectares. Aujourd'hui, ça fait à peu près 12 hectares sur Roujon, Oui. sur Bisset. Et tout est d'un seul tenant autour du domaine. Oui. Tout le vignoble. Donc ça, c'est assez intéressant. On est vraiment tous sur le même coteau. Donc toutes les parcelles se touchent, en fait, ça. avec la maison au milieu. Exactement. Le domaine au milieu. Exactement. On est sur un coteau, le château est au sommet et toutes les parcelles sont autour. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'on a des terroirs très différents à cet endroit-là. En fait, on est vraiment dans le début de la faille Bisset-sous-Cruchot. C'est le début de la faille qui va créer toute la côte qu'on distingue vraiment, côte chavonnaise, côte de Beaune, côte de Nuit, etc. On est vraiment dans le début, ce qui fait que du coup, c'est très bouleversé géologiquement et on a vraiment des types de sols complètement différents d'un petit morceau à l'autre. Et là, on se retrouve avec du coup une grosse majorité de granit. D'accord. Donc, ce qui est assez exceptionnel en Bourgogne. Et sur ce granit, on va produire du coup des aligotés. On a également des pinots noirs qui sont là plus sur des sous-sols de grès et de l'argilo-calcaire. Et après, sur vraiment les calcaires sur le chardonnay. Sur le chardonnay, avec la cuvée Austria. C'est ça, exactement. Donc diversité de sols, diversité de cépages. La superficie, on en a parlé, c'est autour des 10-12 hectares. C'est ça. Et on a maintenant 13 hectares au total, puisqu'on a aussi une vigne à Fleury dans le Beaujolais. D'accord. Donc, tu peux en dire un peu plus? Quel est le nom de... C'est un domaine particulier ou... Alors en fait non, c'est vraiment une parcelle à part entière. En fait c'est sur le haut de Fleury, ça s'appelle Poncier, donc c'est le climat de Poncier. Et en fait mon frère est sur place et du coup lui s'occupe vraiment de la vigne, tout le travail là-bas. Et ensuite pour les vendanges, tout est récolté à la main, mis dans des petites caisses, dans des camions frigo, on remonte tous les raisins et tout est vinifié au domaine. Et c'est vinifié ici. Donc voilà, c'est vraiment vinifié en tant que château de Roujon, au même titre que les autres cuvées. Au château de Roujon, es-tu seul ou es-tu accompagné par d'autres membres? Alors on est 3. Ma mère est toujours sur le domaine. Oui. Elle est toujours présente. Et mon frère, du coup, et Joseph, est aussi très présent sur le domaine. Donc le trio, le frère, exactement. La sœur et la mère. Exactement. Ah bah, super. On en parlait il y a quelques semaines, justement, de tout ce qui est bio et surtout de ton domaine par rapport à cela. Est-ce que le domaine est bien en cours de certification bio? Et si oui, pourquoi cette démarche? Est-ce que ça change réellement quelque chose? Est-ce que c'est une nouvelle page qui s'inscrit? Alors, c'est pas vraiment une nouvelle page, mais oui, effectivement, on est toujours on est en cours de certification bio, donc on sera en bio là cette année. Donc ça prend 3 ans, c'est ça? 3 ans, c'est la 4e année où on a vraiment le logo sur la bouteille. D'accord. Ça prend 3 ans de conversion, donc on a commencé 2019, 2021 on est en bio, et fin 2018 on a commencé. Et puis, donc on a... En fait, c'est pas vraiment une page qui se tourne, puisqu'en fait, mes parents, comme j'ai expliqué, ils ont replanté, remis le vignoble en état. Ouais. Ils ont toujours travaillé sur des vignes enherbées, toujours travaillé les sols. Donc jamais eu de désherbant? Non, jamais eu comme le glyphosate, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Voilà. Non, il n'y en a jamais eu. Et du coup, c'est tout l'intérêt de passer en bio maintenant. Bon, ils faisaient partie, je pense, d'une génération où ils n'avaient pas trop envie de s'embêter avec le côté administratif aussi, parce que c'est quand même une charge administrative en plus. Et aujourd'hui, moi, je trouve ça important d'avoir quand même la reconnaissance sur la bouteille, que le client sache ce qu'il y a. Et c'est aussi une promesse un petit peu. Donc pour moi c'était assez logique et finalement assez logique de passer la conversion et d'avoir officiellement le logo. Après au niveau des vignes vraiment il n'y a pas spécialement de changement quoi. Ouais, c'est vraiment la continuité de ce que tes parents ont entrepris dès le début.
Donc c'est l'avantage. Normalement, on a toujours une petite perte de récolte, etc. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué les passages en bio. Oui. Là, on n'a aucune influence sur la vigne, donc on voit qu'elle est quand même vraiment habituée. Alors et est-ce que les millésimes récents qu'on a connus, 18, 19, 20, qui étaient plutôt sains, entre guillemets, est-ce que ça t'a aidé aussi au passage en bio? Oui, forcément, parce que effectivement, c'est des années qui sont faciles au niveau de ce travail-là, donc il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de traitement à faire, il n'y a pas eu de passage à faire. Enfin, c'est des millésimes qui étaient plutôt faciles pour le bio. Pour le passage. Après, pour le passage spécifiquement, je ne sais pas, mais parce que je n'ai pas pu comparer avec un autre millésime. On verra cette année, je pense. On verra, oui. Mais, espérons que ça s'annonce aussi prometteur, avec le gel qu'il y a eu. Mais non, c'était plutôt facile comme passage. Donc, Bon. En tout cas, c'est une continuité, c'est vraiment dans la continuité de ce que vous aviez entrepris c'est ça. il y a plusieurs années. On peut voir parfois sur ton compte Instagram qu'il y a des moutons dans tes vignes. Donc ça, on le voit pas seulement dans ton domaine, c'est vraiment un engouement qui se fait de plus en plus dans la viticulture. Beaucoup de personnes disent « Ah oui, les moutons, c'est fait pour faire joli ». Qu'est-ce que tu leur répondrais à ça? Alors, je répondrais que les moutons, c'est effectivement joli. Après, surtout c'est pas quand l'intérêt ils ont des petits noms. Oui, surtout quand ils ont des petits noms. Quand il y a des petits agneaux qui naissent, c'est toujours chouette. Ouais. Après, il y a deux choses. C'est que déjà, je pense tous les domaines ne peuvent pas forcément avoir des moutons dans leur vigne. Déjà, sur un point de vue de structure, de parcelle. Quand on a quelques rangs à peine, clôturer la parcelle à côté de celle du voisin, ça n'a pas toujours un intérêt. Nous, c'est vraiment, en fait, comme on a tout l'ensemble autour du domaine, d'un seul tenant, l'idée, c'est vraiment de clôturer l'ensemble et d'avoir les moutons vraiment en liberté totale sur le domaine. Peu importe la parcelle. C'est ça, peu importe la parcelle, qu'il soit vraiment en hiver, par contre, parce qu'en été, il ferait quand même beaucoup de dégâts. Donc, en été, ça y permet d'entretenir les prés. En fait, le domaine, j'ai oublié de le préciser, mais le domaine il fait à peu près 40 hectares et sur la totalité, on a 12 hectares de vignes. Le reste, c'est des bois, des prés. Et donc, ça permet de faire aussi l'entretien autour. Donc, ça, c'est l'intérêt des moutons. Et l'intérêt en hiver, donc c'est tout le travail de la tonte. Donc, ça permet vraiment de tous les passages de tracteur. Ça fait vraiment l'entretien, la maîtrise de l'enherbement. Voilà, exactement. Et aussi, ça permet aussi pour les grosses mottes, par exemple, les grosses mottes de terre, de vraiment, eux, ils les mangent, ils les broient en quelque sorte, voilà, exactement, ils les défoncent. Et en plus, avec les sabots, c'est plus léger, et puis ils piétinent un petit peu, et en fait, ça casse vraiment ces grosses mottes. Et c'est vrai que quand on le voit maintenant, depuis qu'on a les moutons, quand on fait des passages de charrue, on voit vraiment que ça se désagrège, c'est beaucoup plus friable comme la qualité comme de la terre et... Voilà, ça ne retourne pas des gros morceaux, quoi. D'accord. Donc c'est beaucoup plus qualitatif là-dessus sur les labours après. Et donc c'est plus intéressant à ce niveau-là. Et puis après, le mouton, ça permet aussi... ça fait partie de tout l'écosystème, en fait. On travaille en agroforesterie aussi, en agroécologie. En fait, l'idée, c'est vraiment de travailler avec les animaux, de travailler avec les différentes plantes. C'est d'avoir le maximum de biodiversité. Donc forcément, de ramener des animaux, ça ramène aussi d'autres espèces, de la biodiversité. Bien sûr. Et après, il faut avoir la fibre aussi pour les animaux. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Oui. Donc c'est vrai que sur le domaine, on a toujours eu... depuis qu'on est tout petit, on a toujours eu toutes sortes d'animaux. On a eu vraiment de tout. Vraiment toutes sortes. Aussi bien des canards, des poules, des oies, Vous avez été bercé, des chèvres. On a tout eu, quoi. Dans cette diversité, quoi. C'est ça, exactement. Et ça permet vraiment l'entretien. Des vignes. C'est chouette. Toujours sur Instagram, on voit que tu fais pas mal de rencontres avec différentes assos. Les assos auxquels je pense, c'est Mi-Fille Mi-Raisin ou encore les Alligoteurs. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ces deux associations peuvent t'apporter? Pour Mi-Fille Mi-Raisin, c'est vraiment le contact, les rencontres. En fait, moi, je ne connaissais pas tout le monde au départ dans le groupe Mi-Fille Mi-Raisin. Oui. Donc, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de vigneronnes finalement à côté de chez nous. Et ça, c'est intéressant pour les échanges. On se voit régulièrement sur les domaines, on se donne régulièrement des informations aussi. Ouais. Y en a qui ont des structures qui sont implantées depuis très longtemps et
qui tournent. Et, donc vous partagez des points de vue, oui, voilà, c'est ça, des points de vue, retours des d'expérience. connaissances, oui, exactement. Et on s'organise des visites, des rencontres aussi avec différents des tonneliers ou différents acteurs en fait. D'accord. Donc ça c'est intéressant à ce niveau-là. C'est vraiment ce que ça nous apporte. Et puis l'idée c'est aussi l'idée c'est vraiment de promouvoir aussi un petit peu les appellations les moins connues de la Bourgogne. Donc on fait vraiment ça dans ce but-là. Donc on a organisé des dégustations, bon, finalement assez peu avec le Covid, mais on a organisé quelques dégustations pro et particuliers qui ont plutôt bien marché. Donc ça c'était assez intéressant. Et puis, toujours dans ce collectif de vigneronnes. Oui, voilà, c'est ça. Les filles raisin. Et c'est des vigneronnes qui viennent essentiellement de Bourgogne ou elles peuvent venir d'autres régions? On n'a que la Bourgogne. Après, on est assez ouverte à d'autres régions. C'est plus difficile quand même de venir pour les rencontres et les dégustations. Mais non, je pense qu'on n'a pas eu de demande en fait aujourd'hui. S'il y en a que ça intéresse, elles seront sûrement les bienvenues. Donc, vous êtes ouverte. C'est ça. Et puis les aligoteurs, du coup. Les aligoteurs, l'idée, c'est vraiment de promouvoir la ligotée. Pour ceux qui connaissent l'association, c'est vraiment l'objectif. Nous, en fait, la ligotée, c'est quand même 50% de notre production sur le domaine. D'accord. Donc, c'est vraiment un cépage qu'on a toujours voulu vraiment remettre en avant, travailler sur plusieurs cuvées, sur du parcellaire, vraiment comme sur des vins de terroir. Et quand on a rencontré les aligoteurs, on a entendu parler de l'association dès le début. Dès qu'on en a entendu parler, on les a contactés pour intégrer l'association. Et en fait, c'était vraiment cette idée de partager les mêmes idées. Donc aujourd'hui, il y a déjà plusieurs dégustations aussi professionnelles pour le moment à notre actif, mais c'est une association qui bouge, qui est vraiment intéressante et qui permet vraiment de découvrir la ligotée. De lui redonner sa place, en tout cas en Bourgogne, puisqu'on découvre qu'il y a des superbes aligotées. On en parlera après dans tes différentes cuvées. Tu peux nous dire un peu ce que tu penses de l'image de quelle était l'image de la ligotée il y a une quinzaine d'années? Est-ce que tu as un petit recul? Est-ce que c'était la ligotée qu'on met seulement en kir? Alors moi j'ai toujours entendu mes parents qui adoraient la ligotée et qui voulaient vraiment travailler de cette façon-là sur des petites cuvées, etc. Donc, on a toujours fait attention. Donc, j'ai dès le début, il y avait un travail de fond fait sur ce cépage. Oui. Exactement. Après, je sais très bien que oui, il y a toujours eu des idées. Il y en a encore de temps en temps sur la ligotée, des idées reçues. Moi, régulièrement au domaine, on me dit en dégustation, non, je vais commencer tout de suite par les chardonnays. Je vais pas goûter la ligotée. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est que je dis pas et je sers la ligotée. Les gens sont surpris. D'accord. Ils sont toujours, je le fais toujours, alors, pas avec n'importe qui, mais je vois si ça va passer ou pas. Et ça passe. Ils sont bluffés. Ouais. Ils sont vraiment surpris. Donc, il y a tout un travail en fait d'éducation entre guillemets autour de la ligotée par rapport à ce cépage, par rapport au cépage. Et puis, si on revient maintenant au travail qui est effectué de nos jours, les rendements sont peut-être différents pour la ligotée de ce qu'il y avait auparavant, parce que c'est un cépage assez productif, si je me trompe pas. C'est ça. Et vous, c'est ce que vous faites au château de Roujon, où il y a des rendements qui sont quand même relativement contrôlés, pour avoir cette ligotée de qualité in fine. C'est ça. En fait, au château de Roujon, on a beaucoup de nos vignes qui sont travaillées en cordon. On travaille vraiment sur des plus petits rendements. Ouais. Suivant les parcelles aussi. Après, c'est vrai que ça apporte... en fait, la ligotée, c'est un cépage qui produit énormément. Et effectivement, plus ça produit et plus on tombe sur des aligotées avec beaucoup d'acidité, un peu léger, presque un peu vert. C'est aussi un cépage... nous, c'est toujours les dernières parcelles qu'on récolte. C'est un cépage qu'il faut récolter, c'est des raisins qu'il faut récolter vraiment dorés, pour la ligotée dorée. Et ça, c'est la maturité, c'est important. C'est aussi l'avantage sur le granit à Roujon, c'est que du coup, on a des aligotés. Le granit va chauffer en fait assez fort pendant la journée. Donc là, tu parles de la cuvée arénite, entre autres? C'est ça, entre autres. Tous les aligotés sont plantés sur le granit. Donc tous les aligotés à Roujon sont de cette manière-là. Et en fait, ça va permettre vraiment de gagner en maturité, avec d'emmagasiner de la chaleur la journée, de gagner en maturité. Et en même temps, ça rafraîchit assez rapidement. Donc pendant les nuits, on a en fait beaucoup de fraîcheur et ça permet de garder quand même une belle acidité
et une belle fraîcheur, donc c'est intéressant. Grâce à cette faille granitique où vous êtes installé. Exactement. Pour la cuvée Austria, maintenant, donc on a parlé un peu de la ligotée, pour la cuvée Austria, entre autres encore, parce qu'il y a plusieurs cuvées. Donc là, c'est du chardonnay. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette cuvée en termes d'élevage, en termes de vinification Alors Austria, en fait, là c'est pareil. Alors, là, par contre, on est complètement sur le calcaire. Austria, en fait, c'est les petits fossiles qu'on trouve, c'est les fossiles qui portent le nom Austria, qu'on trouve dans les parcelles. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très différent, mais toujours beaucoup de fraîcheur dans cette cuvée-là. Austria, c'est donc, sur le chardonnay, c'est vinifié... Après, en termes de vinification, en fait, c'est vinifié de la même façon Austria ou Arénite. Que la ligotée, Voilà, que la ligotée. C'est vraiment vinifié de la même façon. On ne fait pas franchement de différence. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'effet terroir. Là, il y a l'effet cépage en plus. Mais c'est vraiment d'avoir cet effet-là. Et sur cette cuvée Austria, on a un petit peu en fait, on a un petit peu d'élevage, mais en cuve, ça reste sur lit fine. Oui. Donc ça vieillit vraiment en cuve sur quelque chose de très frais, très fruité. L'idée, c'est vraiment d'avoir un vin, de retrouver vraiment les arômes primaires du chardonnay et toute la fraîcheur. D'accord. Donc élevage en cuve. C'est ça. Inox, principalement pour vos aligotés et vos chardonnays. Exactement. D'accord. Y a-t-il, ça c'est de la curiosité, hein, mais y a-t-il d'autres cuvées en gestation, entre guillemets? Des macérations, Oui, on a fait pas mal des cuvées parcellaires un peu plus poussées, je ne sais pas. Alors, il y a effectivement, en fait, pour la ligotée et pour le chardonnay, on a aussi une cuvée en plus à chaque fois, qui est une sélection parcellaire, une vieille vigne d'aligoté, une vieille vigne de chardonnay. Donc, pour la ligotée, c'est La Cabane, et pour le chardonnay, ça s'appelle Griffé. D'accord. Et on a aussi fait des petites expériences. Alors, on a les mêmes sur Pinot Noir avec Ozanon et Hommage. Et on a aussi donc on a fait une expérience récemment sur l'aligoté, une macération d'aligoté. En fait, on a fait vraiment comme pour un rouge. C'est une parcelle qui est récoltée à la main. On a vraiment coupé vraiment les queues très courtes, fait des petits grappillons pour pas avoir trop de rafles non plus, que ce soit pas trop astringent. Donc on a vraiment coupé des petits grappillons. Mis dans des petits contenants, on a travaillé vraiment dans des petits contenants, donc on a encuvé directement, on a fait 1 ou 2 pigeages, mais vraiment l'histoire d'extraire un petit peu le jus, et ensuite on a fait une macération de 7 jours. D'accord. Donc fermentation alcoolique, malo, on a fait un élevage en cuve aussi, pas d'élevage en fût sur celle-ci, donc c'est vraiment une toute petite cuvée, mais qui est vraiment, vraiment sympa, vraiment intéressante. Donc ça beaucoup d'autres cuvées à découvrir. Voilà, exactement. Et ça donne un aligoté comment? Ça donne un aligoté vraiment très aromatique au nez, vraiment très, très aromatique et très complexe. Voilà, avec en bouche quelque chose d'assez assez volumineux, et c'est vraiment intéressant. C'est technique, mais c'est intéressant comme ça. À découvrir, peut-être bientôt à la cave. Voilà. Merci pour tous ces détails, Florence. Florence, pour conclure, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer à nos auditeurs, ceux qui sont à la recherche de vins vrais, vivants et surtout curieux? Alors, oui, pour se retrouver un vin vrai, vivant et curieux, il faut d'abord être curieux. Hein. Éveiller sa curiosité déjà. Exactement. Ouais. Et, alors, il y a une petite appli sur téléphone que moi j'aime bien et que j'utilise souvent, ça s'appelle Raisin. Ouais. Et ça, je l'utilise parce que c'est vrai qu'il y a des très bonnes adresses et de très bons cavistes qui vont vous donner des jolies choses à découvrir. Et ça, c'est une application que vraiment j'aime bien, donc qui peut vous aider dans la curiosité. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter surtout à se renseigner, à prendre rendez-vous dans les domaines aussi. Ça, c'est quelque chose de pas aller voir les gens. Aller voir les gens directement. Voilà, ouais, ça, ouais. c'est quelque chose que je recommande toujours parce qu'on ne sait jamais... c'est quelque chose que je recommande parce que les gens vont toujours, si on va toujours vers ceux qu'on connaît, forcément on découvre rien de nouveau, donc faut pas hésiter à aller voir autre chose. Merci Florence, en tout cas on espère que vous connaîtrez un peu mieux après ce podcast les vins du château de Roujon, à retrouver bien sûr sur notre boutique Aventure à Beaune et sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.